une autre chose dont tu parles pas mal, c'est la nutrition de performance en lien avec les athlètes de sport d'endurance. Donc, pour toi, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta vision générale des choses quand on parle de nutrition justement pour les sports de longue durée? Ok, donc ça c'est très très intéressant. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de suivre beaucoup de personnes en endurance parce que dans ma région, la course à pied est un sport qui est très très réputé. Je ne sais pas exactement la raison, mais tout le monde court, veut faire des marathons et c'est Ouais. vraiment un sport qui est réputé. Donc j'ai pu suivre beaucoup de personnes et donc j'ai pu un petit peu fouiller la littérature à ce niveau-là. Et tu sais, il y a ce mythe qu'il faut être fat adapted. Je fais un marathon et je dois être fat adapted. Donc, je dois brûler un maximum de graisse. Et il y a une problématique avec ça. Donc, par exemple, on va te dire tu dois être fat adapted et tu dois faire un régime cétogène pour apprendre à brûler de la graisse parce que dans ton marathon, tu dois brûler de la graisse. Et il y a une grosse problématique avec ça, c'est quand on regarde, par exemple, à l'élite du marathon, on voit que 85%, voire plus, de l'énergie utilisée vient du glucose. Parce que un marathon ne se fait pas, un marathon de haut niveau ne se fait pas à 60% de la VO2 max. Ouais. Et c'est un effort qui est intense, même si c'est de longue durée, c'est un effort qui est intense. Donc, est-ce que cette personne a intérêt à être fat adapted? Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, si on parle, j'ai pas suivi des personnes à ce niveau-là, mais si on parle d'ultramarathon, ce genre de choses, euh, oui, peut-être qu'il y a un intérêt à être fat adapted parce que tu peux pas être sur tes petits gels et tes réserves de glycogène pendant des centaines et des centaines de kilomètres. À un moment donné, tu vas devoir avoir recours à tes graisses. Mhm. Maintenant, est-ce que, et donc là, c'est un autre concept, c'est la périodisation des hydrates de carbone. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant et pas pour être fat adapté. Donc, par exemple, on sait que 3 jours, donc on a des études que 3 jours de régime riche en graisse et faible en glucides diminuent l'activité d'une enzyme qui s'appelle la pyruvate deshydrogénase. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop de notions de biochimie, on a notre molécule de glucose qui va être oxydé en pyruvate. Donc, c'est un demi-glucose. Et le pyruvate, il peut soit être catalysé et oxydé en acétyl-CoA et suivre la voie aérobie où on va produire 36 molécules d'ATP, ou suivre la voie de la fermentation lactique et créer 2 ATP et du lactate. Alors, et donc, il y a une enzyme clé entre le pyruvate et l'acétyl-CoA, c'est la pyruvate deshydrogénase. Et on sait que 3 jours, il ne faut que 3 jours de régime riche en graisse diminuent l'activité de cette enzyme. Donc, on diminue notre capacité à produire de l'énergie grâce au glucose et on diminue nos performances. Okay. Alors, est-ce que ça veut dire que brûler de la graisse est toujours mauvais? Non. Donc, il y a cette histoire de périodisation des hydrates de carbone qui est intéressante et pas pour augmenter notre capacité à brûler de la graisse, mais plutôt pour engendrer un procédé qu'on appelle la biogénèse mitochondriale, donc qui est augmenter le nombre de mitochondries qui sont les moteurs de nos cellules au sein de nos cellules, au sein de nos muscles. Et donc la personne pense toujours, je m'entraîne à jeun pour augmenter ma capacité à brûler de la graisse. En vérité, c'est juste un effet secondaire. Et si on peut-être si on pouvait faire la biogénèse mitochondriale en se passant d'oxyder beaucoup de graisse pour un marathonien de haut niveau, on le ferait. On le ferait. Donc c'est toujours trouver le compromis dans tout ça. Donc comme je t'ai dit, 3 jours dans les études suffit pour diminuer de manière significative l'activité de l'enzyme pyruvate deshydrogénase. Donc, on a cette périodisation qui fait qu'on va s'entraîner à glycogène bas et à côté de ça, on va s'entraîner avec beaucoup de disponibilité en glucose sur les entraînements intensifs pour garder nos capacités glycolytiques. Et quand on parle à glycogène bas, on pense toujours entraînement à jeun. Et c'est très, très réputé dans le milieu des sports en endurance. Et maintenant,
je vais donner un exemple. C'est que, par exemple, je vais faire un entraînement ce soir et je vais manger 500 grammes de pâtes. Je vais remplir mes réserves de glycogène musculaire et demain, je vais courir à jeun. Est-ce que j'ai stressé la machine et que je vais engendrer la biogénèse mitochondriale? Pas tellement. Parce que même si mes réserves de glycogène hépatique seront à plat, j'ai mes réserves de glycogène musculaire qui sont à bloc. Maintenant, autre exemple, c'est que je vais m'entraîner à haute intensité avec beaucoup de disponibilité en glucose ce soir. Et après mon entraînement, je ne vais pas manger de glucides. Et demain matin, je vais faire une séance à basse intensité d'endurance où j'aurai mangé peut-être des protéines avant l'entraînement. Je vais stresser la machine, engendrer plus de biogénèse mitochondriale. Donc, ce n'est pas forcément à jeun, c'est entraînement à glycogène bas qui est intéressant et pas pour brûler un maximum de graisse, c'est pour créer la biogénèse mitochondriale, augmenter l'expression de certaines gènes qui vont augmenter le transport du glucose, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on arrive à tirer des conclusions comme dire s'entraîner avec on va dire, une disponibilité de glycogène qui est basse, dans le sens où on sait que le glycogène, il est resynthétisé par la glycogénèse, donc le glucose se tourne en glycogène pour refaire les stocks de glycogène. Le glucose, à son tour, peut être synthétisé, que ce soit, si je ne me trompe pas, au travers de la protéine même, ou même au travers du lactate, au travers du foie, si je ne me trompe pas. Et donc, on a toujours cet équilibre, en fait. Donc, est-ce que vraiment on se trouve, entre guillemets, en déficit de glycogène, ou est-ce qu'on n'a pas vraiment d'impact direct sur cette machinerie, vu que c'est un système homéostatique, si c'est le bon terme, qui va s'auto-réguler, et s'il manque du glycogène, soit on va prendre du glucose pour refaire du glycogène, ensuite, s'il manque du glucose, on va en refaire par les autres biais, etc. Alors, c'est homéostatique, mais pas exactement au point auquel tu parles. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais faire, je conseille pas ça, hein. Si je vais faire maintenant un régime PSMF, ce qu'on appelle Protein Spirit Modified Dieting, donc typiquement ne manger quasiment que des protéines par jour. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une partie des acides aminés qui va servir à faire du glucose pour maintenir un taux de glucose sanguin minimum et aussi au début pour alimenter mon cerveau. Maintenant, est-ce que mes muscles vont devenir un petit peu résistants à l'insuline pour protéger mon cerveau et pour maintenir ce taux de glucose sanguin? Oui. Donc, est-ce que j'aurai un taux de glucose sanguin à zéro? Non. Est-ce que je vais oxyder autant de glucose que si j'avais fait une diète high carb? Non. Donc, oui, il y a ce mécanisme d'homéostasie qui se met en place. Maintenant, on ne va pas resynthétiser du glycogène et on ne va pas oxyder un maximum de glucose. C'est un minimum qui se fait. Je ne suis pas en train du tout de dire qu'il faut le faire. Comme je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter les graisses saturées, je ne suis pas du tout en train de dire tout ça. Je dis que c'est des choses qui sont possibles à mettre en place en fonction du contexte. Et le PSMF, ce n'est pas du tout quelque chose que je conseille. C'était juste pour donner un exemple, hein. Bien sûr.